Élection 2017, suite et fin des débats sur KTV. Ce matin, il était prévu un grand débat, le dernier débat avec le représentant de Monsieur Cheminade, avec le représentant de Monsieur Asselineau et Monsieur Lassalle, à savoir Hamada Salim, Alexandre Alsuyer et Raos. Il n'y a que Alexandre Alsuyer ce matin sur ce plateau pour défendre Monsieur Asselineau. On le disait tout à l'heure en introduction. On n'aime pas parler de petits candidats. Maintenant, on sait qu'il y a des petits représentants. Et je pense notamment à Hamada Salim et à Raos. En attendant, on va parler de ceux qui s'intéressent vraiment à la démocratie et à l'élection présidentielle. Alexandre Asselineau. Alexandre Alsuyer qui est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour à tous, merci pour le lapsus, c'est flatteur, je trouve. En tout cas, merci d'être avec nous, d'avoir respecté effectivement vos engagements pour venir sur ce plateau. Donc du coup, vous allez avoir peut-être un peu plus de temps de parole que les autres, et ça sera légal. Vous attendiez beaucoup de ce débat ? Écoutez, c'est difficile de vous répondre parce que je vous avoue que je ne suis pas très informé sur le programme de Monsieur Cheminade, mais ça m'aurait intéressé effectivement de pouvoir débattre de vive voix avec ses représentants à Mayotte. Bon, c'est un petit peu dommage. Je suppose qu'ils ont eu des empêchements personnels. Ça peut arriver également. Ça peut arriver, oui. C'est une fois tous les 5 ans l'élection présidentielle. Vous avez gratté quand même sur Monsieur Cheminade et on se rend compte que c'est un monsieur qui a été condamné. Oui, écoutez, j'ai été un petit peu surpris. Je précise notamment que l'UPR propose dans son programme d'interdire l'accès aux élections à toute personne ayant été condamnée, n'ayant pas un casier judiciaire vierge. Ouais. D'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle Philippe Pascot qui a écrit des best-sellers ces derniers temps, je ne me rappelle plus le titre, je crois que c'est Pilleurs d'État, et qui a fait notamment signer une pétition à tous les présidentiables qui le voulaient bien. François Asselineau a signé cette pétition pour demander à ce que la loi soit changée et que un élu qui ait eu affaire avec la justice, qui n'est pas un casier judiciaire vierge, ne puisse plus se représenter, comme c'est le cas pour beaucoup de professions dans la fonction publique. Ouais. Je pense par exemple, je sais pas, un chauffeur de taxi, un infirmier, il y a beaucoup de professions comme ça, un pompier ou un simple employé municipal ne peut pas travailler s'il n'a pas un casier judiciaire vierge. Et il faut savoir qu'en France, cette loi ne s'applique pas aux personnes qui se présentent aux élections. Nous, on trouve que c'est quand même pas normal. Et, il a été condamné pour quoi, Monsieur Cheminade ? Eh bien, si j'en crois un article du site prévensect.com, je suis désolé, hein, je cite la source, vous pourrez la trouver vous-même sur Internet. Il a déjà été condamné en 1992 à 15 mois de prison avec sursis pour escroquerie. Rien que ça, ouais. En janvier 1996, la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris a allégé cette peine, il faut dire. Et en octobre 2004, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à 15 000 € d'amende pour diffamation publique. Un jugement qui a été confirmé, je précise, par la Cour d'appel de Lyon, toujours en 2005. Donc voilà, ça fait quand même 2 condamnations qui ne sont pas des petites condamnations à mettre au passif de M. Cheminade. Voilà pour l'instant ce que je peux dire. Si on va revenir sur l'actualité et débattre ensemble avec les idées effectivement de Monsieur Asselineau. Quand on voit effectivement dans France Mayotte ce matin que Monsieur Mélenchon propose que le titre avec un titre de séjour à Mayotte, on puisse sortir de Mayotte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf pour les cartes de séjour de plus de 10 ans, enfin de 10 ans et plus. Mais en dessous, on ne peut pas sortir. Vous pensez quoi ? Est-ce que ces cartes de séjour doivent permettre de quitter Mayotte et d'aller dans d'autres départements français, comme c'est le cas ailleurs, ou on doit maintenir ces gens uniquement sur Mayotte ? Écoutez, j'ai pas franchement réfléchi au problème, mais je pense que ça serait quand même assez normal que effectivement que les Français de Mayotte puissent circuler comme. Là, on parle des personnes qui ont des cartes de séjour. Des personnes qui ont des cartes de séjour. Étrangers en situation régulière. Régulière. Mais est-ce que c'est une mesure que d'appliquer le droit commun ? D'appliquer le. Parce que c'est le droit commun. Et là, est-ce que c'est une mesure politique ou c'est. C'est une question, hein.
Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que aujourd'hui, toutes les mesures qui concernent l'immigration sur les territoires de l'Union européenne ne sont plus décidées par les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, des pays membres. Ils sont décidés par le Conseil européen et par le Parlement européen à Bruxelles. C'est régi par les articles 67, 68 et 70. Désolé, c'est un peu ennuyé, je sais, mais c'est la loi, elle est comme ça. Donc les articles 67, 68, 70 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Si on veut réellement avoir la main sur notre politique migratoire, la logique de la priorité veut que d'abord on quitte les traités européens, qu'on quitte l'Union européenne. Flo. Oui, justement, sur ce plateau, l'autre jour, le représentant qui était là pour le candidat Cheminade nous a fait une révélation qu'on ne savait pas dans le programme de Cheminade. Si Cheminade était élu, il consulterait la population mahoraise, savoir si elle voulait conserver son statut de département. Et sinon, pour aller vers quoi? Qu'en est-il de la position de votre candidat? Nous ne nous remettons pas en question. Je pense que j'avais invité lors de mon dernier passage, il me semble, les téléspectateurs à regarder sur YouTube. Excusez-moi pour la publicité. Pas de souci. La venue de François Asselineau à Mayotte, en tapant tout simplement une recherche Asselineau à Mayotte. Et non, au contraire, Asselineau a un petit peu brocardé le fait qu'on ait fait revoter quand même 3 fois les Mahorais pour être vraiment sûr et certain qu'ils voulaient bien être français. Il y a un petit côté un petit peu ridicule derrière tout ça. Je ne pense pas m'avancer en disant que non, il n'est pas question de revenir sur le statut. À moins effectivement que 500 000 Mahorais en fassent absolument la demande, il n'est pas question de revenir sur le statut actuel de Mayotte. C'est vrai qu'on entend dire ici et là que c'était mieux avant, que finalement il y avait moins de problèmes quand Mayotte n'était pas encore un département. Je sais pas, je ferai pas trop de commentaires dessus. Je pense que le statut départemental est quand même bon, mais il faut évidemment que les moyens arrivent derrière et que les investissements et les préoccupations de l'État pour Mayotte, comme pour l'ensemble des DOM-TOM, soient remises au niveau. Parmi ces besoins, il y a l'éducation nationale, on le voit encore aujourd'hui, avec ce droit de retrait du côté de Chirongui, des gamins qui vont à l'école dans des algécos, qui prennent l'eau de partout. Il y a vraiment urgence. Est-ce que Monsieur Asselineau prévoit un plan d'urgence pour l'éducation nationale à Mayotte? Je parle de Mayotte, hein. Alors, c'est un petit peu difficile ce que vous me dites là, parce qu'en réalité, les situations d'urgence dans l'éducation nationale, elles sont sur tout le territoire français. Alors, effectivement, en métropole, peut-être que les élèves ne vont pas en classe dans des AGECO qui prennent l'eau, mais la situation actuellement de l'éducation nationale est extrêmement critique. On n'arrête pas de couper dans les budgets maintenant depuis 15 ans. Je rappelle que les fonctionnaires et les travailleurs en tout cas de l'éducation nationale n'ont pas été augmentés, n'ont pas vu une augmentation depuis maintenant 7 ou 8 ans. Il y a vraiment un manque de moyens criant. François Asselineau s'est clairement engagé à mettre les moyens là où il le faut. Maintenant, il faut aussi avoir une économie, il faut aussi savoir faire des dépenses en bon père de famille. Il ne s'agit pas non plus de dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Nous proposons de faire 34 milliards d'euros d'économies sur la sortie de l'Union européenne et une relance économique sur la sortie de l'euro. Et il est évident Asselineau a dit plusieurs fois, une partie de cet argent, pas tout évidemment, 34 milliards d'euros par an, je précise. Une partie de cet argent une partie conséquente de cet argent, on parle de 1 à 2 milliards, sera réinvesti chaque année en plus de ce qui est déjà investi sur les DOM-TOM et notamment sur Mayotte. Et évidemment, vous verrez sur la vidéo que je vous ai indiquée sur YouTube que Asselineau a été très touché de voir la faiblesse des équipements publics ici. Alors, il y a les écoles bien sûr, mais il y a tout le reste, quoi. On va peut-être pas encore reparler du problème de l'eau, mais il y a l'eau qu'on boit et puis il y a aussi les évacuations, les eaux usées. Il y a un problème énorme de logements sociaux, ça qui touche toute la France. Mais François Asselineau, il a envie de plus d'État, plus de fonctionnaires, ou il irait plutôt dans le sens de François Fillon, dans le sens il y en a trop, il faut diminuer, il faut dégraisser le mammouth. Oui, alors
Par rapport à la position de M. Fillon, non, M. Asselineau s'y est clairement opposé. Oui. Il a d'ailleurs rappelé que M. Fillon avait participé avec M. Sarkozy dans son gouvernement notamment à l'endettement de la France. Je vous rappelle que sous Sarkozy, la France est endettée de 700 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire c'est le plus gros endettement, le plus gros ajout à la dette publique qu'on n'avait pas vu depuis Vercingétorix. Donc M. Fillon a fait partie de ça. On sait également que M. Sarkozy a vendu une partie des réserves d'or de la Banque de France à des prix, quand les prix étaient vraiment au plancher, quoi. Et tout ça, M. Fillon en a fait partie. Alors aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que ce n'est pas en mettant les personnes qui ont créé les problèmes au pouvoir qu'on risque d'arranger les problèmes, quoi. Si ces méthodes, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on coupe dans toutes les dépenses, dans tous les ministères, quoi. Asselineau parle, il me semble qu'il dit quand il était au cabinet de François de Panafieux, on leur demandait déjà de faire 7% d'économie dans tous les ministères, alors qu'ils étaient déjà en train de gratter les fonds de tiroir. Bon, c'est une politique qu'on mène depuis 15 ans. Si ça avait dû apporter quelque chose, en 15 ans de temps, on aurait dû commencer à avoir un frémissement, une amélioration, quelque chose. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Plus on coupe dans les dépenses publiques et plus on voit la France s'enfoncer dans le désastre économique. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui. Ce n'est pas un ministre, François Asselineau, ce n'est pas un homme politique comme les autres, il n'est pas député, il n'est pas sénateur, on pourrait craindre de son inexpérience politique. En revanche, il a une immense expérience en tant que haut fonctionnaire d'État, de l'appareil d'État. Est-ce que c'est une force pour lui ou c'est plutôt un désavantage ? Pour moi, c'est clairement une force, puisque ce que vous appelez aujourd'hui la politique, en fait, c'est une équipe de personnes qui prétendent être des opposants, mais qui en réalité sont d'accord sur l'essentiel des choses, qui se tiennent un petit peu par la barbichette, quoi. Tout le monde s'oppose sur quelques détails sociétaux, mais toute cette équipe de politiciens sont d'accord avec la construction européenne, avec l'euro, pour ne pas sortir de l'euro, pour ne pas sortir de l'OTAN et pour s'aligner en permanence au niveau géopolitique sur ce que font les États-Unis. Donc ça, c'est le point commun. Non, M. Asselineau ne fait pas partie de ces politiciens-là. Il s'inscrit dans une tradition. Il cite souvent Charles de Gaulle et la politique qu'a mené Charles de Gaulle. Alors, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ce qu'a fait Charles de Gaulle, mais il s'agit quand même de s'inspirer des grandes lignes, puisque nous, on parle d'une France qui était avant tout indépendante. La politique, dans le sens noble du terme, pour un Français, c'est la démocratie et c'est l'indépendance nationale. C'est ça que doit être la politique. Ce n'est pas parce que M. Asselineau ne va pas dans les salons, n'est pas invité au dîner du siècle, et j'en passe et des meilleurs, qu'il ne fait pas partie du monde politique. C'est au contraire, comme vous l'avez dit, un fonctionnaire très expérimenté. Oui. Et je pense que c'est sans doute d'ailleurs le plus expérimenté parmi les 11 candidats. Enfin, pour moi, ça semble clair. Il est doté d'à peine 2% dans les sondages. Alors, on peut discuter des sondages, mais c'est quasi certain, il n'ira pas au second tour. Est-ce que déjà dans le camp Asselineau, on réfléchit à apporter ces 2 ou 3% à un candidat ? Et si oui, lequel ? Écoutez, nous pour l'instant, le premier tour n'est pas passé. Le vrai sondage, ça sera l'élection présidentielle. Nous, notre devoir... Vous croyez encore qu'il peut aller au second tour ? Honnêtement. Évidemment, bien sûr, évidemment. Je pense que clairement, vous passez un peu vite sur les sondages en disant que oui, on a compris les sondages. Non, tout le monde ne l'a pas vraiment bien compris. Je rappelle par exemple, j'ai sous les yeux un tweet du Huffington Post, un grand journal qui est dirigé par Alan Sinclair, qui nous disait le 11 juillet 2016 que d'après leur sondage, Hillary Clinton serait élue à 98,1% et que Donald Trump obtiendrait 1,6% des voix, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez le décalage entre ce qui avait été prévu par le Huffington Post et la réalité, puisqu'aujourd'hui, alors je ne dis pas ça pour défendre M. Trump, je dis juste qu'aujourd'hui, il est quand même le président des États-Unis d'Amérique, alors qu'il avait été donné à 1,6%, je répète, 1,6%
par le Huffington Post en juillet 2016. Quoi. C'est quand même incroyable. Donc, évidemment, ça peut paraître choquant, mais oui, les sondages sont peut-être... Vous y croyez encore ? Bien sûr, j'y crois encore. Moi, je croise tous les jours des gens qui me disent qu'ils soutiennent François Asselineau et des gens qui, notamment, qui n'avaient pas pris de décision jusqu'à présent. Et là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, dans les derniers jours avant l'élection. Et là, on commence à avoir une cristallisation. On commence à avoir des gens, effectivement, qui... et c'est bien normal. Les Français sont des gens intelligents. Ils n'ont pas envie de prendre une décision impulsive. Le programme d'Asselineau est fondé quand même sur une remise en question de beaucoup d'idées reçues. Ça demande du courage, ça demande une réflexion personnelle, ça demande de regarder les choses en face. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la minute, comme ça. Et la population des adhérents de l'UPR le prouve, ce sont des gens réfléchis qui ont mis parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois à réfléchir avant d'adhérer à l'UPR et avant de nous soutenir. Alexandre Alsuyer, vous restez avec nous. On va évidemment tourner une petite page de publicité. On va retrouver le journal et juste après, vous reviendrez en plateau et c'est promis. Alexandre va nous faire une imitation extraordinaire de Monsieur Lassalle. Allez, retour sur le plateau des présidentielles 2017 avec Alexandre Alsuyer qui est là pour représenter François Asselineau. Non, il n'y a pas Hamada Salim qui représente Monsieur Cheminade et non, il n'y a pas Raos qui représente Monsieur Lassalle. Dommage. On va continuer avec vous, Alexandre, puisque l'Europe fait partie des sujets d'actualité sur l'ensemble des candidats. La position de Samuel. La position de Asselineau, de Monsieur Asselineau sur l'Europe justement. Je parle de l'Union européenne. Hein. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais faire. Parce que c'est quand même important. On fait la distinction entre. On entend dire vous voulez quitter l'Europe. On ne veut pas quitter l'Europe. La France, elle restera toujours où elle est. Géographiquement parlant, on ne peut pas sortir. Elle restera frontalière. C'est absurde de dire ça. Non, on fait quand même bien la distinction entre l'Europe et l'Union européenne. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il y a un pays qui se porte très très bien en Europe, qui s'appelle la Suisse. C'est un pays qui n'est pas du tout fermé sur lui-même, c'est lui qui reçoit le plus de conférences internationales au monde et il a une industrie florissante. On dit souvent que la Suisse c'est le pays des banques, bon c'est pas vrai, le secteur bancaire ça représente 12% de l'économie du commerce extérieur de la Suisse. Déclaré. La Suisse est aussi un grand pays industriel qui produit notamment de la micromécanique, de l'optique, des produits chimiques, du chocolat par exemple. Ça veut dire quoi, que la France doit devenir la Suisse de l'Europe ? Écoutez, c'est quand même un très bon exemple sur certains points. La France doit rester la France, mais il y a des exemples en Europe de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent très bien. Et qui sont donc selon Monsieur Asselineau, la France doit sortir de l'Union européenne. C'est de l'Union européenne qu'il s'agit de sortir, évidemment. Il s'agit d'appliquer l'article 50, qui est l'article du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Alors pourquoi il faut appliquer l'article 50 ? Est-ce que c'est du juridisme de faire ça ? Non, c'est pas du juridisme, c'est tout à fait normal. Nous avons signé des traités. Nos partenaires ont signé les mêmes traités, les 27 autres pays de l'Union européenne, bientôt 26. Et dans ces traités, tout le monde est d'accord sur cet article 50. C'est ça qui est important de rappeler, parce qu'on entend des candidats qui veulent désobéir au traité, qui veulent sortir... ou changer le traité, renégocier les traités. Ou renégocier les traités. Ce qui est le cas de M. Mélenchon. À l'avantage de la France. Ce qui est le cas de M. Mélenchon, par exemple. Nous dénonçons ça comme étant quelque part une sorte de nationalisme, puisque ce que voudrait faire, par exemple, M. Mélenchon, c'est d'imposer aux autres États européens une vision d'une Union européenne à la française, quoi. Non, c'est illégitime. Nous voulons que l'Union européenne laisse la France être dirigée par les Français. Nous voulons que la France retrouve son autonomie. Nous ne voulons pas imposer les vues des Français aux autres pays, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie. Chaque État, chaque nation a ses intérêts nationaux. Et mais on est fondateur, on est pays fondateur. Oui, on fait partie des pays fondateurs. Écoutez, mais bon, c'est pas parce qu'on fait partie des pays fondateurs que, et au contraire, quelque part, ça nous donne aussi le devoir de montrer l'exemple. Quand on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, eh bien, il faut regarder les choses avec courage. Il y a des choses qui marchent dans l'Europe quand même, Alexandre. Quand on voit évidemment, il y a des choses qui marchent. Oui, quand on regarde l'industrie aéronautique, quand on regarde effectivement, ce ne serait-ce que ça. C'est une manne financière importante. C'est une démonstration de
coopération extraordinaire entre les différents pays. Non, ça, ce sont des poncifs, des lieux communs. Alors, il y a des choses qui marchent, mais je n'aurais pas pris cet exemple à votre place. Là, vous pensiez peut-être à Airbus en parlant d'industrie aéronautique. Bon, Airbus est complètement dissocié de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir. Airbus, c'est un consortium international qui avait été lancé par Charles de Gaulle. Et dans Airbus, il y a des pays qui ne sont pas du tout dans l'Union européenne. Dans Airbus, il me semble qu'il y a le Japon, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Il y a, à l'intérieur de l'Union européenne, on a environ 16 ou 17 pays qui ne mettent même pas un rivet ou une vis dans un Airbus, quoi. Et c'est pareil pour Ariane Espace. Et voilà, on parle aussi souvent d'Erasmus. Ah, vous voulez enlever aux étudiants Erasmus. Erasmus n'a rien à voir avec l'Union européenne. Erasmus restera ce qu'il est une fois qu'on sera sorti de... En réalité, on ne va pas changer grand-chose. Donc la France va... Mais c'est ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas changé grand-chose en sortant de l'Union européenne. Donc cette France-là, la France de M. Asselineau, va ressembler à quoi ? Ça va changer, je dis ça va pas changer grand-chose, mais c'est humoristique, ça va changer des choses quand même fondamentales. On va retrouver notre démocratie. Donc c'est Et notre monnaie ? Et notre monnaie. Mais la démocratie... Retour au franc, alors. La démocratie, c'est aussi la monnaie, justement. Retour au franc. Alors, il ne s'agit pas de retourner à l'ancien franc, il s'agit de recréer le franc pour la 3e fois de notre histoire. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même un choix historique, c'est ce qui est écrit sur nos affiches de campagne. Il s'agit de recréer le franc. Au départ, au moment de la transition, un franc coûtera 1 euro. Donc ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. On n'aura pas à faire des calculs complexes, quoi. Je rappelle également que sortir d'une monnaie plurinationale, c'est beaucoup plus simple que d'y rentrer finalement, puisque l'entrée dans l'euro nous avait demandé d'abord 10 ans de mise à niveau avec les autres pays européens, une mise à niveau qui finalement n'a jamais réellement eu lieu, avant de pouvoir rentrer dans l'euro. Ça on l'oublie. Il n'y a pas eu de catastrophe quand on a changé du franc vers l'euro. Il n'y a aucune espèce de raison qu'il y ait une catastrophe quand on sortira de l'euro pour un franc, 1 euro, ça ne va pas rester longtemps à ce taux-là. Alors, on prévoit que le franc va se déprécier environ de 6 à 10% par rapport à l'euro rémanent. Alors, 6 à 10%, c'est tout, quelque part. Nous, finalement, on aimerait quelque part que ce soit un peu plus, parce que c'est quelque chose qui va dynamiser énormément nos exportations, puisque tous les produits français seront finalement moins chers pour le reste du monde. Et c'est quelque chose qui va créer dans les 1 à 2 ans qui suivent, qui vont permettre de résorber mécaniquement 1 million à 2 millions de chômeurs de catégorie A. C'est d'après une étude qui a été faite par monsieur Jacques Sapir, notamment, pas que lui, et qui a été publiée sur un grand site économique sur Internet. Le nom m'échappe, excusez-moi, si ça me revient. Pour finir avec l'euro, et on donne la parole à Samuel, la France de François Asselineau sort de l'Union européenne. Que devient Mayotte et les fonds européens ? Que deviennent ces fonds européens ? Eh bien, Mayotte touchera toujours exactement les mêmes fonds européens, parce que je vais vous rappeler peut-être quelque chose que beaucoup de Français ne savent pas, c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle les fonds européens, ce ne sont pas des fonds européens, parce que l'Europe ne fabrique pas d'argent et elle ne le trouve pas dans les arbres. L'argent de l'Union européenne, c'est l'argent que les États ont mis à l'intérieur. C'est des cotisations. Ce sont des cotisations des États. La France est contributeur net à l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, et que l'Union européenne nous restitue sous forme de fonds du FEDER ou de diverses subventions, elle nous restitue 14 milliards. En fait, le calcul 23 moins 14, nous perdons chaque année, la France perd chaque année, et les Français perdent chaque année 9 milliards d'euros cash. On ne parle pas des coûts annexes, là, cash, en participant à l'Union européenne. Donc l'Union européenne aujourd'hui, on nous dit que la France est endettée, qu'on a tout un tas de problèmes financiers et budgétaires. L'Union européenne fait partie de ces problèmes. Ça nous coûte beaucoup trop cher. C'est trop cher pour nous. À un moment donné, il faut être raisonnable et il faut savoir. C'est quand même une sacrée marche arrière. C'est pas du tout une marche arrière. Au contraire, c'est une marche en avant, puisque quitter l'Union européenne, ça veut dire quoi d'un point de vue géopolitique ? Ça veut dire se réouvrir sur le monde. Et ça, il faut que les gens y pensent. C'est que le périmètre de l'Union européenne, en réalité, c'est un tout petit périmètre qui correspond à un tout petit endroit de la planète. On veut nous forcer à nous allier avec des pays avec lesquels qui sont des pays qui sont ce qu'ils sont, nous n'avons rien contre eux, mais nous n'avons pas d'histoire en commun, nous n'avons pas de langue en commun avec ces pays. Et en restant dans l'Union européenne et en obéissant à travers l'Union européenne à la diplomatie américaine via l'OTAN, puisque l'Union européenne et l'OTAN sont liés, nous tournons le dos à tout un tas de pays qui sont
qui sont d'ailleurs francophones et francophiles, et qui sont tout autour du monde. Nous coupons notre diplomatie, nous réduisons notre diplomatie aux pays de l'Union européenne. Nous fermons du monde en réalité en restant dans l'Union européenne. Voilà. Samuel Bocher a une question à vous poser. Dommage, je serais bien resté sur le volet européen parce qu'il y a plein de choses à dire, hein, c'est très important. Mais il y a d'autres points qui me paraissent aussi très, très importants. On voit Benoît Hamon qui parle du revenu universel pour remplacer, se substituer au système de retraite ou de prestations familiales. Mélenchon lui veut raccourcir le temps de travail, Fillon veut l'allonger. Quelle est la position de votre candidat sur les retraites? Reste-t-il sur le principe de répartition tel qu'il existe? Quelle est sa position, tout simplement? Alors non seulement l'UPR souhaite rester sur le principe de la retraite par répartition, parce que pour nous c'est un principe qui marche et qui répond aux attentes des Français et qui correspond au génie français, à notre vision du monde. C'est une vision des choses solidaires et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et nous souhaitons également, en fait, carrément l'inscrire dans la Constitution. C'est-à-dire que nous souhaitons que la retraite soit par répartition en France et que le système de retraite soit, comme la sécurité sociale, soit constitutionnalisé et soit déclaré non privatisable par nature. Il s'agit du bien public des Français, il s'agit de notre façon de voir fonctionner une société, et nous avons le droit. Nous ne sommes pas obligés. Il n'y a pas une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Il n'y a personne qui a le droit d'exiger d'un peuple ou d'un autre qu'il modifie ses structures pour appartenir à une prétendue mondialisation. Nous sommes comme ça. Ça fonctionne très bien, je l'ai dit. Donc il s'agit d'institutionnaliser le système par répartition. Très bien, mais il n'est pas parfait ce système, s'il est très bien en effet. Ce sont les travailleurs qui financent les retraites de ceux qui ne travaillent plus, donc, mais quand il y a moins de travailleurs et plus de retraités, il y a un déséquilibre comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, alors je ne suis pas un expert de la finance et encore moins de la retraite, mais le message que je viens de faire passer, c'est que nous avons une vision de la société. Et pour réaliser quelque chose, en premier lieu, il faut croire que c'est possible. Et quand on croit que quelque chose est possible, on le réalise, vaille que vaille. Voilà. On critique aussi, on peut critiquer la Poste, la Sécu, l'EDF. Il y a des tas de personnes qui brocardent les industries nationales. Mais en général, les officines qui sont derrière ces entreprises de décrédibilisation, elles sont très souvent financées, accompagnées, médiatisées par des grands capitaux qui, eux, ont besoin d'élargir, d'étendre leur marché, et qui pour cela sont aux premières loges pour détruire, à travers les lobbies justement qui agissent dans l'Union européenne, ils sont là aux premières loges pour détruire nos lois, pour leur permettre en fait de rentrer sur ces marchés, de conquérir des nouvelles parts de marché, de conquérir des nouveaux clients. Nous estimons que la mort, la retraite, l'éducation, la médecine, ce sont des grands sujets de société, ce sont des grandes préoccupations, et le rôle de l'État et le rôle de l'État français, c'est d'assurer justement la justice sociale entre tous les Français sur les grands moments de la vie. Il ne s'agit pas d'avoir un système soviétique où l'État gère tout, mais il y a un consensus quand même dans la tête des Français. François Asselineau a fait 500 conférences dans toute la France. On n'a jamais entendu un seul Français nous dire on veut absolument privatiser la Poste. Ça n'existe pas. Donc je reviens sur ce que je disais. Nous avons un système qui est fait pour assurer une justice sociale, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Évidemment, peut-être que si on avait une population où il n'y aurait que des retraités et très peu de jeunes au travail, ça pourrait poser un problème, mais on y réfléchira. Il y a de plus en plus de retraités. On y réfléchira en temps voulu. La France est quand même un pays très jeune, d'ailleurs grâce à la natalité de départements comme Mayotte qui ont la plus forte natalité de France, donc l'espoir est bon. Nous souhaitons également une alliance beaucoup plus étroite avec les pays de la francophonie, et là aussi, je ne m'éloigne pas du sujet, je voudrais... on insinue dans la tête des gens que le français c'est nul, que la France ça vaut rien. Et en réalité, nous on a un message d'espoir à porter. François Asselineau fait tous ses discours devant le drapeau français, bien sûr, le drapeau de l'ONU et le drapeau de l'Organisation nationale de la francophonie. Pourquoi ? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour les Français, le français est en pleine expansion mondiale. C'est-à-dire que on compte qu'il y aura 72 millions de Français en 2050, et il y aura 350 millions de locuteurs du français dans le monde. Donc, et en grande partie grâce à l'Afrique.
car beaucoup de pays africains ont choisi le français comme langue nationale pour leur système scolaire, pour leurs universités, parce que c'est une langue qui est très présente sur Internet. Les étudiants peuvent se former partout dans le monde, ils peuvent voyager sur les 5 continents grâce à la langue française. Et nous souhaitons remettre ça à l'honneur et affirmer notre appartenance au système de la francophonie. Nous souhaitons remettre ça en Flo, œuvre. une réaction. Oui, moi je voudrais juste revenir sur la question européenne, sortir de l'Union européenne, ça je l'ai bien compris, mais ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de citoyens qui sont jeunes, qui n'ont jamais connu de frontières, d'obligation de s'arrêter pour aller en Espagne et de convertir des sous. C'est quand même une régression de ce point de vue-là. On va contre la liberté de circulation, et cette liberté, pour certains citoyens, c'est depuis qu'ils sont nés qu'ils l'ont. Alors la liberté de circulation dont vous parlez, ça s'appelle l'espace Schengen. En l'espèce, nous n'avons pas prévu de sortir de l'espace Schengen. Quand nous parlons de quitter l'Union européenne par l'article 50, l'espace Schengen, ça fait partie de ces choses qui sont disjointes en réalité des traités européens. Parfois, certaines personnes mélangent un petit peu tout ça. Non, tout comme Airbus n'a rien à voir avec l'Union européenne, l'espace Schengen non plus. Nous n'avons pas prévu de sortir de l'espace Schengen, nous avons prévu, après l'élection, de faire 3 grands débats nationaux sur des sujets qui ne sont pas énormément évoqués pendant cette campagne, parce que nous nous focalisons sur l'essentiel, qui sont les questions de dette publique, la question de l'immigration et... excusez-moi, j'ai perdu le 3e, mais ça va revenir. Donc, en ce qui concerne l'immigration, nous prévoyons de faire un grand débat national. Ça veut dire quoi un grand débat national ? Ça veut dire que pendant 6 mois, dans la presse, dans les chaînes de télévision, nous allons avoir différentes personnes qui vont débattre de toutes les opinions, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. On va expliquer, on va en profondeur, on va creuser le sujet, et ensuite, à la suite de ces 6 mois de grand débat national, on aura un référendum avec plusieurs questions où on demandera aux Français, eh bien voilà, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Est-ce qu'on reste dans Schengen ? Est-ce qu'on en sort ? De quelle façon on traite la question de l'immigration en France ? Parce que ce sont des problèmes très complexes. On parle de malheur, de souffrance, on parle d'humain. Personne ne quitte son pays par simple plaisir, c'est pas vrai. Et en même temps, on ne peut pas, une société qui est elle-même dans une situation difficile d'un point de vue économique, elle ne peut pas se fragiliser encore en acceptant tout et n'importe quoi. Il faut quand même y réfléchir sérieusement. Dernière question, Alexandre, il nous reste à peine 15 secondes. La caméra est là-bas. Vous pouvez la regarder et dites-nous pourquoi il faut, selon vous, voter François Asselineau. Eh bien, il faut voter François Asselineau pour rétablir la démocratie et retrouver la maîtrise de notre destin collectif. Voilà pourquoi il faut voter François Asselineau, pour quitter l'Union européenne, pour quitter l'euro et quitter l'OTAN. Et je tiens à dire que François Asselineau et l'UPR sont un parti quelque part provisoire. Nous n'envisageons pas de diriger la France pendant 50 ans. Il s'agit d'agir dans l'intérêt des Français et dans l'urgence. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Mobilisez-vous, ne vous laissez pas avoir par les sondages, votez en votre âme et conscience. Et votez et réfléchissez par vous-même. Merci beaucoup Alexandre Alsuyer d'être venu sur ce plateau, d'avoir joué le jeu, d'avoir respecté effectivement vos engagements. C'était le dernier débat présidentiel. Il y aura d'autres temps de parole d'ici vendredi. On se retrouve pour les débats, en tout cas pour le second tour.